Certaines personnes considèrent l'absence d'ambition comme une forme de lucidité et l'espérance comme une forme de naïveté. Et malheureusement, la plupart des personnes ont perdu les étoiles dans leurs yeux. Mais alors pourquoi ? Dans cette vidéo, je vais faire un point de rencontre entre la psychologie, la philosophie et la sociologie pour essayer de répondre à cette question. Évidemment, il y a plein de réponses différentes, différents facteurs, mais je ne vais pas pouvoir tous les aborder dans cette vidéo. Cependant, les raisons principales y sont décrites. Restez donc bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur ma chaîne MLH Orion, je m'appelle Maëve Orion et sur cette chaîne je parle de philosophie, psychologie et littérature. Vous avez le lien de tous mes autres réseaux et également de mon site web dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et si je peux continuer à faire ces vidéos, c'est grâce aux donations que je reçois sur Ko-fi. Donc merci à tous ceux qui font preuve de générosité. Et si jamais vous voulez me faire un don pour me soutenir, n'hésitez pas, le lien est dans la description. D'ailleurs, il faut savoir que moi-même, pendant une période, j'avais perdu les étoiles que j'avais dans mes yeux et j'avais perdu espoir. Mais j'ai réussi à retrouver espoir, donc si jamais ça vous intéresse, tous les protocoles qui m'ont permis de pouvoir retrouver ces étoiles dans mes yeux sont disponibles dans la description. Vous pouvez directement l'obtenir en cliquant sur le lien. C'est une sorte de PDF mini e-book qui vous sera disponible. Et pour tous les critiques qui risquent de commenter cette vidéo, sachez que j'ai pu remonter la pente même si j'étais dans une situation critique. Ceux qui ont le temps de se plaindre et de critiquer l'évolution des autres en commentaire sont généralement des sortes de pessimistes feignants qui n'ont pas suffisamment souffert ou qui ne souffrent pas suffisamment pour uniquement s'occuper de leur survie. Car croyez-moi, lorsqu'on souffre suffisamment, on s'occupe uniquement de sa survie. Sur ce, sachez qu'il est possible de retrouver espoir. Je ne pensais pas que c'était possible, mais finalement c'est bien le cas. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre les mécanismes qui peuvent nous retirer notre espoir. Sur ce, on peut commencer la vidéo. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. L'absence d'espoir n'est pas le produit d'une compréhension rationnelle de l'avenir. C'est seulement une stratégie de protection contre la souffrance. Mais comment le fait de se protéger contre de la souffrance peut également engager de la souffrance ? Il faut savoir qu'espérer n'est pas un acte psychologiquement neutre. Espérer, c'est investir dans une possibilité qui peut échouer, parce qu'elle est encore incertaine. L'espoir introduit une vulnérabilité. Celui qui espère doit accepter qu'une réalité future puisse ne pas correspondre à ce qu'il désire, tout en faisant acte de foi à toute épreuve. Or, l'être humain cherche toujours à s'éloigner de ce qu'il anticipe comme étant une souffrance possible. C'est-à-dire que si vous ne sortez avec personne, vous ne pouvez pas connaître la douleur de vous faire quitter ou tromper. Lorsqu'un individu désire profondément quelque chose, il s'expose à la possibilité de l'obtenir. Mais il s'expose simultanément à la possibilité de ne pas l'obtenir, au jugement d'autrui, à la comparaison, à l'échec et surtout à la responsabilité de ses propres choix. Lorsqu'on désire quelque chose, on s'engage envers soi-même. Et si on parle de notre désir à autrui, on s'engage envers les autres. Et lorsqu'on a de l'espoir et de l'ambition, on doit également prendre le risque de découvrir que nos talents ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Le renoncement offre alors une échappatoire beaucoup plus simple. Si je cesse de croire que mon projet est réalisable, je n'ai plus besoin de le poursuivre ni de prouver quoi que ce soit. Si je me persuade que la réussite est illusoire, mon échec futur ne pourra plus m'attrister. Et si je ne désire plus rien, alors je réduis la possibilité d'être déçu. Le mécanisme peut ainsi être schématisé. Désir égale exposition au risque, égale anticipation de la souffrance, égale renoncement, et enfin soulagement. Le renoncement peut procurer à court terme une forme de soulagement. Cela réduit notre exposition à la déception. Mais ça comporte un prix. En renonçant, l'individu ne supprime pas le besoin qui se trouvait derrière celui-ci. À partir de là, quelqu'un qui a abandonné ses ambitions ou qui a perdu espoir par peur de devoir se confronter à la réalité, va toujours ressentir le manque et le besoin d'exprimer ce qu'il n'a pas pu exprimer, mais va pas pouvoir s'engager à le faire car il a trop peur. Ensuite, il faut prendre en compte que l'individu qui a déjà échoué plusieurs fois aura tendance à faire des généralisations. Il dira « les gens comme moi n'y arrivent pas », et puis finalement il dira « personne n'y arrivera ». L'expérience personnelle cesse alors d'être interprétée comme une expérience parmi d'autres et devient une théorie, une philosophie. L'individu ne se contente plus de constater qu'il a rencontré des obstacles. Il transforme ces obstacles en preuve qu'il n'avait pas d'autre possibilité. Il ne conclut pas que le chemin est difficile, il conclut que le chemin est vain. Cette transformation permet à l'individu de protéger non seulement son estime de soi, mais également sa cohérence intérieure. Car il est beaucoup plus douloureux de penser « j'aurais peut-être pu réussir si j'avais essayé davantage » que « cela n'aurait jamais pu fonctionner ». Penser qu'on est en partie responsable de nos échecs, c'est compliqué émotionnellement. Car si je reconnais que certaines choses dépendaient de moi, et que j'aurais pu peut-être réussir si j'avais fait les choses autrement, je dois également accepter mon échec.
et mes incapacités. Lorsque quelqu'un doit assumer les années perdues, les occasions abandonnées, les efforts évités, les habitudes entretenues malgré leurs conséquences, la culpabilité est menaçante. Alors l'individu qui échoue ne dit plus « j'ai pas changé et j'ai échoué ». Il dit « changer était impossible ». Dans la première phrase, il existe encore une possibilité d'action. Mais dans la deuxième, toute action devient inutile avant même d'avoir commencé. Et c'est ainsi que la résignation se transforme en idéologie personnelle. Et il faut comprendre la puissance de ce mécanisme. Plus longtemps nous sommes restés immobiles, plus il va devenir coûteux d'assumer que nous aurions pu agir pendant ce temps. Car si j'admets aujourd'hui que je pouvais commencer hier, alors je dois accepter d'avoir perdu hier. Mais si j'admets aujourd'hui que j'aurais pu commencer il y a 10 ans, alors je dois accepter avoir perdu 10 ans de ma vie. Le malheur de cette stratégie, c'est qu'à court terme, elle va soulager l'individu, mais elle va détruire la possibilité d'agir à long terme. Et l'individu va se retrouver enfermé dans une étrange contradiction. Il réclame la possibilité d'une vie différente, tout en adoptant une conception du monde dans laquelle il ne possède pas les moyens de réussir. Ces excuses sont généralement utilisées pour rendre toute réussite extérieure incompatible. Elles transforment l'échec éventuel en fatalité. Et c'est ainsi qu'apparaît une forme de pessimisme défensif. Celui de l'individu qui a besoin de croire que le monde est sans espoir afin que son renoncement lui paraisse raisonnable. Vous verrez sûrement tout au long de cette vidéo que le processus est généralement différent, mais que le résultat est le même. Le cerveau veut se protéger d'une souffrance perçue. La souffrance de la culpabilité, la souffrance du fait de se comparer aux autres. Et cela peut généralement générer une inversion des valeurs. Malheureusement, l'homme ne construit jamais seul ses représentations de ce qui est possible. Il les apprend aussi auprès des autres. Lorsque plusieurs individus partagent les mêmes déceptions, frustrations et renoncements, ils peuvent finir par se confirmer mutuellement dans une même interprétation du monde. Celui qui dit à quoi bon essayer rencontre quelqu'un qui répond « tu as raison, ça ne sert à rien ». Et cette seconde voie transforme une expérience individuelle en validation sociale. Dans un cercle fait de ce genre de personnes, l'ambition devient naïveté, l'espérance devient illusion et la résignation est confondue avec la maturité. C'est ainsi que tout un peuple ou toute une génération peut finir par normaliser le renoncement. Parfois, ils encouragent ceux qui ont encore des rêves à les abandonner. Ils se voient en celui qui a de l'espoir et disent « Moi aussi j'étais comme toi, mais tu verras ». Ils mettent en garde celui qui a de l'espoir contre l'espoir. Et leur absence d'espoir va devenir une norme culturelle, au point que celui qui continue d'espérer soit considéré comme celui qui ne comprend pas la réalité. Certains sont trop faibles pour supporter la déception et refusent de payer le prix qui impose l'espoir et la prise de risque. Mais d'autres auraient déjà mis fin à leur jour s'ils n'avaient pas de l'espoir et qu'ils n'avaient pas des ambitions grandioses pour les tirer vers le haut. Il faut donc s'interroger. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun espoir? Ou ai-je perdu espoir parce qu'espérer me faisait souffrir? Retrouver l'espoir ne veut pas dire se réveiller un jour et découvrir que le monde est extraordinaire. Ce n'est pas le cas. Retrouver l'espoir consiste à comprendre que c'est un devoir intérieur. Et que l'espoir, il est là justement pour nous maintenir en vie lorsque le monde autour va mal. Nous avons renoncé à l'espoir, par peur de souffrir, par peur d'être déçus. Mais en voulant nous épargner certaines souffrances, nous pouvons en développer une, plus intime, plus douce, mais bien plus destructrice sur le long terme. Nous nous interdisons l'amour pour ne plus connaître la douleur d'une rupture. Nous renonçons à l'ambition pour ne plus connaître l'humiliation de l'échec. Nous cessons de faire confiance pour ne plus connaître la trahison. Nous cessons de croire ou de désirer véritablement parce que chacune de ces choses contient la possibilité d'échouer. Et peu à peu, sans même nous en apercevoir, nous construisons notre vie autour de ce que nous voulons éviter, au lieu de la construire autour de ce que nous voulons vivre. Nous construisons un quotidien convenable, une certaine stabilité. Rien ne semble véritablement catastrophique. Et pourtant, quelque chose manque. Et peu à peu, nous allons finir par croire que c'est ça la vie. Nous allons croire que cette lassitude est le résultat de la maturité, que cette absence d'enthousiasme est simplement le prix de la réalité. Alors qu'en vérité, nous avons confondu la vie avec la version de la vie que nous nous sommes inventés pour éviter de souffrir. Nous passons des années à retirer de notre existence tout ce qui pouvait être douloureux. Nous avons retiré le risque, puis l'incertitude, puis l'amour, puis l'ambition, puis le désir. Et un jour, nous nous demanderons pourquoi notre existence est si fade. On peut même finir par croire que c'est ça la saveur de la vie, alors que c'est nous qui avons refusé de l'assaisonner par peur que ce soit trop pimenté. Vous dites, au moins ça ne pique pas. Vous êtes rassuré, mais ça n'a plus de goût. Vous avez tellement peur que cela soit pimenté que vous évitez même le sel. Cette peur peut finir par nous protéger tellement efficacement de la souffrance qu'elle nous protège également de la vie. Dès lors, il faut dépasser sa peur. Préparez-vous au mieux, apprenez de ce qui vous a blessé. Évitez de refaire les mêmes erreurs que dans le passé, mais ne perdez pas espoir. Aimez même si l'amour peut faire mal, entreprenez même si vous pouvez échouer, désirez même si le désir vous rend vulnérable. Retrouvez le courage d'espérer, car à vous protéger de toute souffrance, vous finissez aussi par vous protéger de la vie elle-même. Nous n'avons pas indéfiniment le temps de vivre, alors ne consacrez pas votre existence entière à éviter les blessures qu'elle pourrait vous infliger. La souffrance est provisoire, tout comme la vie.
Faites donc au mieux pour profiter pleinement de cette expérience. La crab mentality en anglais, c'est une sorte de mentalité de nivellement vers le bas. C'est une résistance collective à la réussite individuelle. Et c'est un phénomène étudié en psychologie et sociologie qui est également responsable d'une grande perte d'espoir collectivement. Imaginez un groupe de personnes pauvres dans des situations précaires qui se tirent toutes mutuellement vers le bas. Et imaginez maintenant qu'une d'entre elles décide de s'en extraire par tous les moyens, alors que depuis sa plus tendre enfance, on n'arrête pas de lui répéter que personne venant de leur milieu ne peut réussir. Il faut savoir que pour une personne dans un tel milieu social, ce sera 1000 fois plus difficile de s'extraire et de pouvoir réussir. Mais imaginons que cette personne-là réussisse malgré tout. Son ascension va poser une question aux autres. Si elle peut changer, qu'est-ce que cela dit de moi qui ne change pas ? Tant que personne ne sort du groupe, chacun peut attribuer sa situation aux circonstances. Mais lorsqu'un individu comparable à eux et du même milieu réussit, il constitue une preuve vivante que le changement est possible. Et cette possibilité peut être une inspiration pour certains, mais pour d'autres, elle est accusatrice. Il apparaît alors une stratégie psychologique bien connue, détruire la valeur perçue de l'exemple plutôt que de suivre l'exemple. On va dire, il a eu de la chance, il est né riche, il ment, il est obsédé par l'argent, il n'est pas véritablement heureux, il a vendu son âme, il est exceptionnel, ça ne compte pas. Cette mécanique me permet de vous introduire l'intuition fondamentale de Nietzsche. Nietzsche décrit ce qu'il appelle la révolte des esclaves dans la morale. Lorsque ceux qui se trouvent dans une position d'impuissance ne peuvent agir directement contre ceux qui les dominent, ils peuvent opérer une transformation plus subtile, une inversion des valeurs. Nietzsche observait ce mécanisme dans la morale chrétienne de son époque. Il interprétait d'ailleurs l'Église comme l'une des formes historiques majeures de cette inversion des valeurs. Mais le mécanisme qu'il décrit est plus profond que l'institution qui lui a servi d'objet d'analyse, et elle est toujours observée aujourd'hui, même après que Dieu soit mort. L'homme possède la capacité de moraliser son impuissance pour retrouver un sentiment de puissance. Lorsqu'il ne peut pas atteindre un objectif, il peut être tenté de déclarer que cet objectif est mauvais. Lorsqu'il n'a pas le courage de prendre un risque, il peut transformer la prudence en sagesse. Lorsqu'il n'a pas la discipline nécessaire pour construire quelque chose, il peut qualifier l'ambition de superficialité. Lorsqu'il ne veut plus espérer, il peut appeler les gens qui espèrent naïfs, et ainsi se sentir supérieur à eux. Ce mécanisme est très proche du syndrome du raisin vert. En psychologie, le sour grape effect désigne précisément la tendance à diminuer la valeur subjective d'un objectif ou d'une récompense lorsqu'on a échoué à l'obtenir et qu'on l'aperçoit comme inaccessible. Je désire X, mais je n'obtiens pas X. Il y a donc une contradiction et un inconfort. Alors je dévalorise X, et comme ça la contradiction et mon inconfort est réduit. L'homme préfère souvent changer la valeur de son objectif plutôt que de changer le comportement qui l'en éloigne. Et le mécanisme est d'autant plus puissant parce que ce n'est pas une simple excuse, ça devient une morale, une manière de penser. L'individu ne dit plus « je ne veux pas faire d'efforts ». Il en vient à croire « faire des efforts serait une mauvaise chose ». Il ne dit plus « je ne veux pas prendre le risque d'échouer ». Il dit « les gens qui prennent des risques sont irresponsables ». Il ne dit plus « je n'ai pas le courage de poursuivre cette ambition ». Il dit « cette ambition est vaine ». Il ne dit plus « je ne parviens pas à changer ma vie ». Il dit « ceux qui veulent changer leur vie ont mal compris ce qu'est la vie ». Et c'est précisément à ce genre d'endroit que la psychologie et la philosophie se rejoignent. La rationalisation protège l'individu de la culpabilité, mais l'inversion des valeurs lui permet d'aller plus loin. Elle lui permet de transformer ce qui pourrait être vécu comme une faiblesse personnelle en supériorité morale. Il ne sera donc pas celui qui n'a pas réussi, il sera celui qui a compris que la réussite ne vaut rien. Et sa résignation devient une position philosophique. C'est ici que la notion de nivellement vers le bas devient particulièrement intéressante. Le groupe n'a même pas besoin de dire à celui qui s'élève « redescends, reviens ici ». Le groupe peut simplement définir la hauteur comme une faute, et tous ceux qui essaient de s'élever sont des parias. Ils deviennent ceux qui ont trahi le groupe. Si nous sommes tous dans la même situation, ma situation est normale. Si l'un d'entre nous s'en échappe, ma situation devient problématique. Il faut donc soit le rejoindre, soit le faire redescendre. La première solution exige un effort et une remise en question. La seconde exige seulement une rationalisation. Ce n'est pas vouloir empêcher quelqu'un de réussir parce que sa réussite nous enlève quelque chose, mais vouloir le faire redescendre parce que sa réussite nous oblige à reconsidérer les raisons pour lesquelles nous sommes restés en bas. Faites donc attention aux personnes qui sont convaincues que ce n'est pas possible. Leurs limites ne sont pas forcément les vôtres. Ne perdez pas espoir. En psychologie, le locus de contrôle externe, c'est la tendance à considérer que les événements importants de notre existence dépendent davantage de facteurs extérieurs à nous, comme la chance, le destin, les circonstances ou les autres. Le locus externe est une manière de voir la causalité.
Une personne concentrée sur l'extérieur dira « Les événements importants de ma vie dépendent principalement de forces extérieures à moi ». Selon moi, les déterministes ont un locus de contrôle externe. Si je pense que ma condition physique dépend entièrement de ma génétique, je risque de ne pas modifier mes habitudes. Si je pense que mes relations dépendent uniquement de la chance, je risque de ne pas travailler sur mes comportements sociaux. Si je pense que les personnes riches ont nécessairement bénéficié de circonstances inaccessibles, je peux cesser de chercher ce qui, dans leur comportement, pourrait être reproduit pour que je sois riche également. Le danger, lorsqu'on a un locus externe trop prononcé, c'est de n'être plus capable de discerner ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et c'est là qu'intervient l'impuissance. La théorie de l'impuissance acquise décrit comment des expériences répétées d'absence de contrôle peuvent conduire à l'attente que les actions futures soient également inefficaces. Lorsqu'une personne pense que rien de ce qu'elle fait ne modifiera le résultat, elle peut finir par ne plus essayer. C'est pour ça que dans mon PDF, je vous donne des exercices pour regagner progressivement confiance en vous de manière très simple. Ça fonctionne vraiment bien, je les ai pratiqués et ça m'a beaucoup aidé. Cela vous aidera à retrouver petit à petit confiance en vous et donc vous pourrez retrouver une forme d'espoir. A l'inverse, le locus de contrôle interne, c'est la certitude que nous pouvons modifier certaines choses grâce à notre comportement. On va se remettre en question directement. C'est la conviction que nos comportements peuvent exercer une influence significative sur les résultats que nous obtenons. Le locus interne pourrait dire « Mes actions constituent une partie des causes qui déterminent ce qui va m'arriver. Je ne suis pas l'auteur de toutes les causes qui m'ont produit, mais je peux devenir l'une des causes de ce qui me produira demain, en fonction des choix que je vais faire. » Lorsque nous avons un locus de contrôle interne, nous comprenons que nous pouvons agir à notre échelle et être responsables de certaines causes. Nous ne sommes pas seulement une victime. Il faut donc éviter deux extrêmes. L'illusion de contrôle, tout ce qui m'arrive est de ma faute, et l'impuissance absolue, rien de ce qui m'arrive ne dépend de moi. Il faudrait idéalement penser, je ne contrôle pas tout, mais je dois identifier ce que je peux contrôler. Et philosophiquement, c'est très proche des stoïciens. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, sans transformer cette distinction en excuse pour la passivité. Le véritable ennemi de l'espoir n'est pas l'absence de possibilités, c'est la perte de foi dans le fait que nos actions peuvent encore produire des effets. Il y a donc un écart fondamental entre manquer de pouvoir et ne plus se sentir capable d'agir. Ne plus vous sentir capable d'agir peut retirer votre pouvoir, quand bien même vous en aviez. Un individu peut disposer de peu de ressources et pourtant conserver l'espoir avec une conviction profonde que quelque chose peut changer. A l'inverse, un individu peut posséder davantage de ressources et avoir progressivement acquis la conviction inverse. Quoi que je fasse, cela ne changera rien. Cette croyance détruit l'espoir, parce qu'elle attaque la relation entre le désir et l'action. Dès lors, si quelqu'un a essayé et qu'il a échoué, il va dire « voilà, je savais que ça ne servait à rien ». S'il recommence et qu'il échoue encore, il dira « voilà, c'est toujours pareil ». Puis viendra un moment où il n'essaiera même plus. Et si un jour l'occasion se présente, il ne saura plus la saisir car il aura déjà perdu espoir. La psychologie a étudié le concept de résignation acquise. Lorsque l'individu est confronté de manière répétée à des situations dans lesquelles ses actions semblent incapables de modifier les résultats, il finit par généraliser son impuissance à des situations où une action serait pourtant possible. La personne perd progressivement la conviction d'être une cause de sa propre existence. Et c'est ici que le problème devient politique et social. Une société peut produire ce sentiment sans qu'aucune institution n'ait besoin de dire explicitement à ses membres « vous ne pouvez rien changer ». Il suffit d'une accumulation d'expériences. Des démarches interminables, des décisions incompréhensibles, une précarité persistante, des crises successives, des institutions perçues comme lointaines, des mécanismes économiques trop complexes, la sensation que les décisions déterminantes pour notre existence sont prises quelque part au-dessus de nous par des acteurs que nous rencontrerons jamais. À cause de cela, l'individu et le citoyen ne sait plus ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas contrôler. Beaucoup de personnes voudraient bien changer l'ordre des choses, mais chacun, individuellement, se dit « si je suis le seul à faire quelque chose, ça ne changera jamais ». Et comme ils n'arrivent plus à croire qu'une action de leur part peut faire advenir quelque chose de positif, ils ne vont rien faire du tout. Que se passerait-il si vous aviez la certitude qu'une action de votre part pouvait changer la société ? Vous le feriez certainement. Mais la croyance qui vous fait croire que vous ne pouvez rien faire, c'est elle qui détruit votre espoir. Vous partez du principe que vous avez déjà échoué. Dès lors, pourquoi est-ce que vous feriez quoi que ce soit ? Pour avoir de l'espoir, il faut au moins avoir quelque part, dans son cœur, la croyance qu'on peut y arriver. Il existe même une théorie voisine particulièrement intéressante, la System Justification Theory, développée notamment par John Jost et Mazarin Banaji. Cela étudie précisément la manière dont les individus peuvent développer des croyances qui légitiment le système social existant, y compris lorsque ce système leur est défavorable. Une des idées centrales est que certaines croyances peuvent avoir une fonction psychologique. Elles vont réduire l'anxiété, la dissonance, la culpabilité et l'incertitude en rendant le monde plus cohérent.
Il faut savoir que l'esprit humain cherche toujours à avoir une histoire cohérente. Un individu réduit toujours ses désirs à la mesure de ce qu'il croit pouvoir obtenir. S'il se croit impuissant, il ne désirera plus rien. Et c'est ainsi que la perte du sentiment de contrôle peut finalement produire une existence sans espoir et sans ambition. Et cette adaptation peut être ressentie comme de la maturité. L'individu va penser être réaliste, mais il existe une frontière entre adapter ses rêves aux contraintes du réel et adapter ses rêves à son sentiment d'impuissance. Dans le premier cas, nous sommes lucides, dans le second, nous sommes simplement résignés. L'homme qui croit pouvoir agir sur le monde va chercher des possibilités, et c'est seulement en cherchant des possibilités qu'il y a la possibilité d'en trouver. Mais celui qui croit n'avoir aucune possibilité, aucune prise sur son environnement, ne cherchera que des justifications à son impuissance. Nous comprenons de mieux en mieux pourquoi et en quoi le monde est difficile. Mais à force de vouloir comprendre nos contraintes, nous risquons d'oublier ce qui est encore possible. Et c'est là qu'entrent en jeu les préférences adaptatives. Dans la littérature philosophique et psychologique, c'est des situations où les préférences d'une personne s'adaptent aux possibilités qu'elle perçoit comme accessibles. Pour simplifier, si vous pensez ne pas pouvoir l'avoir, vous finirez par ne pas le vouloir. Et c'est là que l'espoir est vital pour changer les choses. Car l'espoir donne l'impression de le pouvoir et alors on devient capable de le vouloir. On dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Je dirais plutôt « tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie ». Évidemment, les circonstances existent. Mais si nous croyons que nos choix personnels n'ont aucune importance à cause des circonstances qui sont indépendantes de notre volonté, nous allons perdre espoir. Nous ne choisissons pas toujours comment les cartes sont distribuées, mais nous pouvons choisir de la manière dont nous les jouons. Sauf que cette pensée, elle est beaucoup plus difficile à supporter, parce qu'elle ne permet plus de placer l'intégralité de la responsabilité à l'extérieur. De plus, les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène de comparaison. L'individu contemporain peut désormais en quelques minutes contempler des milliers d'existences qui semblent plus riches, plus belles, plus libres, plus désirables ou plus accomplies que la sienne. Mais il ne compare plus sa vie à celle des autres. Il compare sa vie entière aux fragments soigneusement sélectionnés de milliers de vies. Il voit le voyage mais pas l'endettement, la réussite mais pas les années d'échecs qui l'ont précédé, le couple heureux mais pas les conflits qui existent derrière, le corps parfait mais pas les heures de sport, les contraintes ou les retouches, la fortune mais jamais les conditions exactes qui l'ont rendu possible. Cela produit de la comparaison tout en supprimant les informations nécessaires pour interpréter correctement cette comparaison. Et l'esprit humain, face à cet écart, cherche naturellement une explication. Pourquoi l'autre possède-t-il ce que je n'ai pas ? Si on a un locus de contrôle interne, on peut reprendre le contrôle de notre vie, même si c'est douloureux. On peut se dire « je dois m'améliorer, si je n'ai pas ce qu'il a, c'est parce que je n'ai pas fait les mêmes choses que lui, que je n'ai pas les mêmes informations qu'il a, mais je peux m'en reprocher si j'obtiens ces informations. » C'est comme ça que j'ai agi tout au cours de ma vie. C'est ma curiosité qui m'a sauvée. Et la seconde, si on a un locus de contrôle externe, va permettre de préserver son estime de soi. On va dire « ce que je vois est faux, injuste ou inaccessible ». Dans cette seconde interprétation, celui qui a réussi devient nécessairement privilégié, chanceux, superficiel, corrompu, favorisé ou exceptionnellement doué. Tout cela, ce sont des qualités qu'on m'attribue, alors qu'en vérité, il n'y a rien d'autre que mon travail, ma volonté et ma curiosité qui entrent en jeu, avec sûrement un petit peu de chance, et je dirais Dieu personnellement, vu que je crois en Dieu, je suis déiste même si je n'ai pas de religion. Mais à partir de là, toutes les personnes qui vont me voir vont voir le résultat de mes efforts. Et elles ne vont pas voir ce que j'ai dû faire pour y parvenir. Elles seront donc tentées de supposer que tout ce que j'ai est injuste. Pour certaines personnes, mon existence doit forcément être expliquée d'une certaine manière pour pas remettre en question leurs valeurs ou leurs choix. Et s'ils attribuent ma réussite à l'injustice, cela va justifier leur inaction. Et voilà, je pense que cette vidéo est déjà assez longue, je vais m'arrêter là. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours commenter, poser des questions ou vous intéresser vous-même à ce sujet-là, à aller chercher les réponses par vous-même. Je vous y encourage. Et si jamais il vous semble avoir perdu espoir ou si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon PDF. J'ai mis le résultat de plus de 5 ans de recherche et de travail intérieur. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!